Bonsoir très chers téléspectateurs, nous sommes encore là par devers vous, dans vos petits intrants pour ces nouveaux numéros de l'émission Les Conscientismes, votre émission que vous aimez tant, l'émission qui a pour cheval de bataille la jeunesse, pas seulement la jeunesse, toute la population congolaise, mais quand nous parlons de la jeunesse, parce que la jeunesse c'est le futur, c'est le présent et le demain de notre République. Les conscientismes, nous l'avons toujours dit et nous l'avons souvent dit que c'est un ensemble, n'est-ce pas, d'éléments en termes intellectuels, une organisation qui permettront à la société, non pas seulement congolaise, mais africaine, n'est-ce pas, d'assimiler les éléments que nous appelons en droit, les éléments d'extranéité. Les éléments, n'est-ce pas, de la culture étrangère, ou des éléments étrangers plutôt, qui sont présents dans notre culture, de manière à transformer, à réformuler ces éléments-là, pour que cela puisse s'insérer dans la personnalité de l'homme congolais, pour enfin les développements soient palpables. C'est une émission panafricaine. C'est pour cela, lorsque nous définissons les conscientismes, il vous serait difficile, n'est-ce pas, d'avoir cette définition dans vos dictionnaires, tout consort, parce que c'est un concept qui a été premièrement prononcé par le maître à penser, notre maître à penser, tout consort, Kwame Nkrumah, dans le cadre du panafricanisme. Aujourd'hui, nous avons pour sujet la politique en RDC. La politique en RDC est une question idéologique ou c'est une question d'opportunité? La politique en RDC est une question idéologique ou une question d'opportunité? Et nous allons statuer sur cette thématique avec quelques figures que vous avez souvent l'habitude de voir, ainsi qu'un jeune entrepreneur qui est à ce jour avec nous, qui va se présenter soi-même, parce que moi j'ai toujours dit que nul ne peut bien se servir que Yemoko. Ça veut tout simplement dire que l'émission est bilingue, hein, émission panafricaine. C'était juste pour rire. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Mike. C'est encore un grand plaisir de me retrouver en ce jour devant ces plateaux et devant ces publics, ces téléspectateurs, cette population, cette jeunesse qui nous inspire confiance. Et à chaque fois que nous sommes dans un plateau de télévision, les gens ne cessent de nous confirmer et de nous garantir et qui se donnent la peine de nous suivre. Et nous les remercions énormément. Ils ne nous suivent pas parce que nous sommes plus intelligents que les autres, ou nous sommes meilleurs que les autres. C'est tout simplement parce qu'ils nous font confiance. Et raison pour laquelle nous n'allons pas abuser de la confiance qu'ils ne cessent de placer à nous. Et nous ferons de notre mieux pour élever le débat. Moi, c'était Trésor Nguem, enseignant dans plusieurs universités, analyste politique, politologue de formation et entrepreneur aussi. Merci beaucoup. Oui. Vous avez pour vous... Merci, chers journalistes. Premièrement, de la considération et de l'intérêt que vous avez porté à ma personne. Je suis Patrick Nondo, communément dans des réseaux sociaux appelés Patrick Motivation. Je suis un coach en développement personnel et entrepreneurial. Depuis un certain temps, je me suis mis à étudier les différences interpersonnelles entre les gens pour comprendre qu'est-ce qui fait à ce que tout le monde au moins ait 24 heures la journée, mais que dans ces 24 heures, certaines personnes arrivent à explorer leurs rêves et d'autres personnes n'y arrivent pas. Certaines personnes sont devenues riches et d'autres ne le sont pas. Pourquoi cette différence? Et c'est sur cette question que toutes mes recherches, mes études et mes accompagnements sont basés afin de pouvoir aider les jeunes justement à retrouver leur place, que ce soit une jeunesse africaine ou pourquoi pas mondiale en général justement. Vraiment, merci. C'était Patrick Nondo, Patrick Motivation, qui est beaucoup plus connu dans les réseaux sociaux. C'est un motivateur, c'est un jeune entrepreneur, c'est un coach. Donc voilà, la jeunesse d'aujourd'hui a vraiment besoin d'autres jeunes, n'est-ce pas, au devant de la scène comme ces jeunes. Je pense que les plateaux n'ont que des jeunes. Au coin de notre table. Oui, c'est le professeur Chitenge Chimbao, doyen de la faculté de droit à l'université de Sikomat et professeur dans plusieurs universités de la capitale et à l'intérieur. Je tiens à remercier monsieur le journaliste ainsi que nos
fidèles téléspectateurs ainsi que nos co-débatteurs ici ensemble avec nous. Merci. Oui, je pense que Bolandi présentation, il y a Ndeko Moko Namoko. L'émission est bilingue, hein? Ok. Toi, français, mais c'est vrai que, étant donné que nous sommes des scientifiques, c'est par cette langue-là, la langue française, que la science parfois est véhiculée. Il y a un monde qui non souvent tous bénis nango, mais sinon, étant donné que nous allons nous adresser à la population congolaise et pour que toutes les couches soient touchées par notre message, il serait mieux qu'on puisse malobaeke na gauche et na droite. Donc voilà, ce qui peut chiluba, ce qui n'est pas tiango kaka, tiango. On va. Donc voilà un peu. Oui. Nous allons toujours poser la base parce que l'émission, étant donné que c'est une émission panafricaine et nous aimons beaucoup plus Ezala scientifique et pédagogique. Bon, messieurs les chefs de travaux, monsieur Trésongam, j'aimerais que vous puissiez un peu nous expliquer les contours et les détours du concept politique. À vous la parole. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que nous sommes à l'ère où tout Congolais, peu importe le coin où se retrouve, aime bien parler de la politique. Et que ce soit même le maman maraîcher, le jeune, le marchand, tout le monde en parle. Parce qu'en République démocratique du Congo, la politique est devenue un secteur où on peut se dire chancelo Kopamba. Et tout le monde définit la politique comme étant un secteur où les gens se lancent, se réveillent d'un matin piéton, ils se rentrent les soirs véhiculés. La vie peut changer d'un moment à un autre. Mais sur le plan scientifique, le mot politique est une notion polysémique qui a plusieurs significations, qui a plusieurs sens et qui peut aussi être utilisé dans plusieurs domaines. Et c'est ce qui fait que dans le sens restrictif, la politique renvoie à ce que nous avons appelé la politikos, qui désigne ce qui est relatif à la gestion, à l'autogestion d'une cité, d'un État, à l'exercice du pouvoir ou d'une société organisée. Et si nous allons loin, dans le sens plus restrictif, vous allez comprendre que la politique se réfère à la pratique du pouvoir, donc la lutte du pouvoir, de représentation entre les hommes et les femmes au pouvoir, aux différents partis politiques auxquels ils peuvent appartenir, tout comme à la gestion de ces termes. Et je voudrais bien résumer ce que j'ai dit dans les trois sens que nous pouvons accorder au mot politique. Nous avons le sens exact ou le sens propre. La politique renvoie à l'art de la gestion de la res publica. Qui dit res publica, c'est-à-dire la gestion de la chose publique. Et c'est cette politique-là que nous voyons ceux qui ont des responsabilités au sein de l'État, arrivent à se décider, arrivent à prendre des mesures, arrivent à prendre des directions, à prendre des orientations qui essaient d'assurer la destinée de tout un peuple. Dans le sens figuré, la politique renvoie à une stratégie, à un mécanisme qui peut être mis en place pour gérer un secteur, un domaine de la vie. Par exemple, lorsque nous parlons de la politique salariale, nous faisons allusion à cet ensemble de stratégies qui sont mises en place par une entreprise pour gérer par exemple son personnel. Et dans le sens purement péjoratif, le sens que les Congolais aiment beaucoup appeler, qui dit politique renvoie au mensonge. Quand quelqu'un dit que non, celui-là c'est un politique, il dit que c'est un menteur. Parce que ceux qui ont eu à gérer le pays dans l'État, ils ont donné une impression très mauvaise à l'endroit de la population qui, grâce à celui, à cause de celui-ci, on considère les politiciens ou la politique comme les gens qui disent les choses qui ne les font pas. Donc dire les choses sans les réaliser, c'est synonyme du mensonge. Et ces derniers, c'est beaucoup plus ce sens-là qui est capté, qui est retenu, qui est beaucoup plus véhiculé dans la société congolaise. Et quand on dit politique, les gens trouvent ça comme un environnement des gens sans cœur, qui disent autre chose, qui font autre chose. Merci beaucoup. Oui. Nous avons justement posé cette question parce que chez les communs des mortels, lorsqu'on pose la question de savoir c'est quoi la politique, directement, oui, c'est que la politique est à l'Okuta. Effectivement. Et je me pose tout simplement la question de savoir si
aspect où on appelle, il y a réponse aux Aramabé, parce que Bango appelle sa réponse pragmatique. Mais sinon, nous avons voulu aller dans l'étymologie du mot pour que la jeunesse qui veut embrasser, n'est-ce pas, la jeunesse qui veut embrasser les domaines politiques, en quoi ils doivent s'engager. Donc voilà un peu. Alors, monsieur le professeur, avec la définition susdonnée, quels seraient les bons profils d'un homme politique ou d'un politicien? Et par la suite, vous nous ferez la différence entre le politicien et un homme d'État. Parce qu'on parle souvent des politiciens, parfois on nous parle d'un homme d'État, tout comme ça. J'aimerais que vous nous fassiez ce parallélisme où ceux qui ont une différence, c'est à niveau nini. À vous la parole. Oui, à mon humble avis, un homme politique, ou le critère pour connaître un homme politique, c'est tout simplement savoir s'adapter aux événements ou aux circonstances. C'est-à-dire quoi? Anticiper les événements, savoir agir quand il faut agir, savoir ne pas agir quand il ne faut pas beaucoup plus agir. Ça, c'est ce qui fait d'une personne un bon homme politique. Maintenant, entre politiciens... Ce n'est pas l'effet d'avoir fait la science politique. Non, vous serez d'accord avec moi qu'il y a plusieurs professeurs qui ont fait la science politique, même ceux qui ont fait le droit. Dès qu'ils arrivent dans le domaine politique, ils ne font absolument rien du tout. Donc cela veut dire que ce n'est pas le critère diplôme ou scientifique qui fait de nous. Effectivement. Donc ce n'est pas une question de diplôme, c'est tout simplement question de savoir s'adapter dans des circonstances et anticiper les événements. Maintenant, pour ce qui est d'un politicien avec un homme d'État voit beaucoup plus l'avenir. Il pose ses actions, beaucoup plus des actions qui vont perdurer dans les temps. Lui, il voit beaucoup plus l'avenir, tandis qu'un politicien, il ne voit que ce qui doit se faire maintenant. Régler les problèmes, le futur ne vous intéresse absolument pas. Donc, c'est la différence qui fait entre les deux, un politicien avec un homme d'État. Donc, vous dites qu'un politicien, c'est celui-là qui s'adapte, qui prévoit quand même les événements pour en surmonter. Et à la différence d'un homme d'État, c'est celui-là qui pose des actes qui vont perdurer selon l'âge. Alors, vous avez voulu apparemment réagir. Effectivement, j'ai juste voulu réagir dans le sens d'ajouter, donner un complément d'éléments à ce que les professeurs venaient de dire. Et il y a certainement une grande différence entre un politicien, un politique et un politologue. Et les politologues sont ceux qui ont fait la science politique. Ils ont fait la politologie, comme la science de la politique. La science acquis, la science qu'on apprend aux gens comment gérer la res publica. Un politicien, c'est toute personne qui vit de la pratique politique, soit comme acteur politique, soit comme intervenant dans la vie politique. Et un politique, directement, nous voyons les gouvernants. C'est ça la nuance qu'il faudrait ajouter. Mais comment admettre alors une personne qui apprend aux gens comment gérer et n'arrive pas lui-même à gérer? Ok, il y a toujours un décalage entre la théorie politique et la pratique politique. Et le politicien, c'est celui qui vit de la politique au quotidien, comme disait le professeur, c'est-à-dire à qui la politique se présente comme étant une activité, soit dans l'exercice du pouvoir, soit dans l'opposition. C'est-à-dire l'entrée des militaires pour conquérir le pouvoir. Et dans ces deux cas-là, on retrouve ce que nous appelons de politiciens. Ils se retrouvent d'une part ceux qui dirigent les affaires, d'autre part ceux qui militent pour remplacer ceux qui sont au pouvoir. Alors, monsieur l'entrepreneur, je pense que vous avez suivi les interventions de part et d'autre, n'est-ce pas? Exactement. Alors, je ne vais pas vraiment vous baigner dans l'aspect politique, mais je m'aimerais, parce que vous êtes entrepreneur. Un entrepreneur, c'est également un dirigeant, n'est-ce pas? Exactement. Alors, moi, je vous pose la question de savoir, étant que jeune qui évolue dans le secteur de l'entrepreneuriat, quels seraient les types, n'est-ce pas, ou le modèle type d'un dirigeant pour vous? Pour moi, un dirigeant, c'est celui qui se met à la place de diriger. Parce que pour comprendre les personnes... C'est lui qui se met à la place de diriger, donc de ceux qui sont dirigés. Bien sûr, parce que quand tu es à la place de la personne que tu diriges, tu peux comprendre facilement ses problèmes, tu peux comprendre sa vie sociale, tu peux comprendre ses difficultés et comprendre que si ces difficultés t'appartenaient à toi, tu ne les aurais pas subies de cette façon-là. Donc pour moi, un dirigeant qui ne se met pas à la place de diriger ne peut pas comprendre les problèmes de ces dirigés-là.
parce qu'il faut avoir traversé ou compris les problèmes avant de les résoudre justement. Donc, comme tu dirais, le dirigeant c'est également un coach. Vous êtes coach. Je suis un coach, ouais. Oui, mais le dirigeant également devait être un coach pour la jeunesse. Oui, bien sûr. Pas dans le sens du développement durable et intégral. Parce que nous définissons le développement durable et intégral comme étant cette aptitude-là de pouvoir trouver des solutions aux problèmes présents en ne compromettant pas les générations futures. Justement. Et la jeunesse, n'est-ce pas, et trouver aussi des solutions aux problèmes qui vont leur être imposés. Alors maintenant, vous pensez, l'esprit du dirigeant en place là, ça vous aide, n'est-ce pas, à bien vous émanciper? Non, non, pas vraiment totalement, parce que d'ailleurs la thématique, elle a été salvatrice pour moi, quand vous avez dit la politique, une idéologie ou une opportunité. Et il y a quelques personnes, quelques dirigeants ou des gens qui font de la politique, comme il a dit, les politiciens, disons en pratique, qui pensent que la politique, c'est un refuge. Quand il n'y a plus d'emploi, il faut se lancer à la politique. Quand il n'y a plus de boulot, il faut se lancer à la politique. Ils pensent que c'est dans la politique que la vie, elle est facile. Ils savent que si j'accompagne tel ou tel député pour aller prendre sa carte d'électeur, je ne manquerai pas 10 000 francs. Si j'adhère à tel ou tel parti politique, je ne manquerai pas de l'argent chaque fois quand il y a un honorable qui passe là-dessus. Et ils pensent que la politique, c'est un refuge. Là, c'est vraiment la première des choses que je vais faire comprendre. Ok. On devient fainéant finalement. Le système politique en RDC a rendu beaucoup de jeunes très fainéants par le travail. Ils ne veulent pas travailler parce qu'ils ont pensé que la vie, il faut tout le monde devenir politicien. Mais si on devient tous politiciens aujourd'hui, qui vont gérer? Donc, à qui est-ce qu'on va gérer enfin? Si on devient tous politiciens aujourd'hui, est-ce que le pays peut se développer seulement avec des politiciens ou c'est seulement des entrepreneurs? Nous voyons des pays des États-Unis d'Amérique. Beaucoup de riches sont des entrepreneurs. Beaucoup de personnes qui ont aidé cette nation à se développer sont des entrepreneurs. Prenons l'exemple de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Il a pensé, il a eu une idée qui a sauvé le monde. Prenons l'exemple d'Elon Musk, bien qu'il a racheté Twitter. Twitter sont des entreprises en ligne. Et toutes ces personnes ont entrepris, c'est pourquoi le pays se développe. Mais pourquoi on ne peut pas justement promouvoir l'entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat soit au centre de tout? Donc, tout dirigeant qui accède au pouvoir doit comprendre que accompagner le jeune, même pas parce qu'on dit, après ces titres que j'ai effectués, j'ai compris que les problèmes d'entrepreneuriat en RDC n'est pas seulement financier. C'est premièrement les problèmes mentaux, émotionnels et des modèles enfin. Nous n'avons vraiment pas de modèle à suivre beaucoup plus ici en RDC. Vraiment, nous n'avons pas de modèle à suivre. Mettez un peu de l'eau dans la bouche. Okay. Je vais vous revenir parce que vous restez dans la même ligne. Hein? Vous restez dans la même ligne parce que vous allez porter la parole directement à la jeunesse qui veut l'entreprendre. C'est ça. N'est-ce pas? Alors, dans les domaines politiques, souvent on entend parler de quoi? Des courants. On parle des courants. On parle de la gauche, on parle de la droite et tout consort. Alors nous aimerions un peu que vous fassiez savoir à la jeunesse qui veut l'entreprendre, la politique ou la population tout entière, comment se constituent les courants politiques et tout consort. À vous la parole. Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour ce grand plaisir que vous me faites sur ce plateau de pouvoir parler de la science politique. Et que je pense qu'il y a le courant de pensée qui sont nés à partir des idéologies politiques. Synthétisé, hein? Oui, qui sont nés à partir des idéologies politiques. Et les gens se regroupent à partir de certaines idéologies. Quand nous parlons d'idéologie, ce sont des lignes directrices qui orientent la pensée de l'homme, bien la vision de l'homme autour de la gestion de la société. Et ce qui fait que les deux grandes idéologies qui existent, c'était le libéralisme et le communisme. Le libéralisme qui incarne le capitalisme, où on prône la liberté de l'homme, la liberté économique, la liberté financière, la liberté politique, l'initiative privée, la limitation de l'interventionnisme de l'État, où le rôle de l'État se limite aux missions régaliennes, assurer la sécurité des personnes, de l'air, bien l'intégrité, ainsi de suite. Et quand vous allez dans l'idéologie communiste, et cette idéologie qui prône la propriété collective de biens et de moyens, c'est-à-dire qu'on suppose que le bien appartient à la communauté, appartient à la société, et vous trouverez un système de la planification gouvernementale de toutes les actions. Il n'y a pas de riches individuels, il n'y a que des riches communautaires. Par exemple, aujourd'hui, la Chine
c'est le modèle d'un pays développé par l'idéologie communiste. Les États-Unis est le modèle de pays qui prône le libéralisme et le capitalisme. Et à l'issue de ces deux grandes idéologies, il s'est créé d'autres idéologies telles que les anarchistes, les fascistes, ainsi de suite. Et ces idéologies ont permis de créer des courants de pensée où on trouve les auteurs qui réfléchissent, qui s'identifient à un cas ou à un autre. Ce qui fait que nous avons la droite et nous avons la gauche. Nous avons la droite, nous avons la gauche. Et vous allez comprendre que la gauche renferme les auteurs qui soutiennent la fusion communiste de la gestion de la chose publique. Pour eux, ils estiment que l'État doit être au centre de tout. L'État doit être régulateur de la vie économique, de la vie sociale, tout doit partir de l'État. Mais par contre, la droite prône le libéralisme ou le capitalisme. Ils estiment que l'État ne peut pas tout faire, mais l'État doit promouvoir l'initiative privée tout en encadrant la liberté privée pour éviter qu'il y ait la bulle, qu'il n'y ait pas le dérapage. Et c'est dans ce sens-là aujourd'hui, de ces deux blocs-là, il s'est créé un troisième courant, les centristes. Donc ceux qui sont ni à gauche, ni à droite, mais qui essaient de prendre les bons dans les deux côtés. Nous appelons aujourd'hui les... on parle aujourd'hui de la social-démocratie. Donc pas dans les sens de la chauve-souris. C'est-à-dire, ici dans notre pays, quand on parle de chauve-souris, quand on parle des centristes, on les qualifie comme les gens qui n'ont pas de position. Et c'est aussi cette impression que l'homme politique congolais s'est donné. Moi, je suis ni de l'opposition, ni de l'autre côté. Vous savez, il y a une personne qui a eu à promouvoir la troisième voie, tout consort. Les vieux Fumto Tobansana, que j'aimais tant à l'époque. Mais aujourd'hui, peut-on encore admettre qu'il est centriste et il est ni de l'autre côté ni à droite, tout consort. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, il n'y a pas de la maille. Bon, par rapport à votre question, je suis de ceux qui n'aiment pas parler des individus. Non, c'est non politique. Je n'aime pas parler des individus. C'est un modèle. J'aime parler des idées. C'est-à-dire, d'ailleurs, pour moi, le camarade de Fumutoto, je vous apprends, c'est mon ami de la promotion. Nous sommes tous apprenants au 3e cycle à l'université de Kinshasa en sciences politiques. Donc c'est un apprenant comme moi du DEA en sciences politiques. Et on a toujours eu à débattre autour de son idéologie, de ses principes de la troisième voie. Le problème est que les idées... Qui, selon vous, existent encore à ces jours? Je ne suis pas mieux placé pour parler de l'existence de ces courants de pensée. Et je pense que... Mais c'est ça, parce que les centristes maintenant... Bon, je n'identifie pas la troisième voie comme étant un courant centriste, non. Ah bon? Je ne l'identifie pas ça. Je me permets de ne pas appeler ça le courant centriste. Il a essayé de prôner une certaine vision de la société basée sur la tradition, les valeurs traditionnelles que moi-même aussi j'encourage et je les soutiens. Ouais. Moi je les soutenais également parce que j'ai payé les transports de Tchangouti, Lemba, Kolanda, la conférence qu'il faisait, mais au moins je trouve qu'il s'est un peu perdu là. Alors, je l'ai dit étant qu'une figure politique, semble. Ok, moi je pense que je me réserverai, j'utiliserai les conditionnels. C'est vous qui le dites qu'il serait perdu. Non. Pourquoi je n'engage pas un débat avec vous sinon, mais étant donné que je suis une tête passante également, je dois émettre un avis. Parce que vers les fonds, il a combattu Kabila. Nous parlons de la politique, idéologie ou question d'opportunité. Donc nous sommes dans les bains. Il a combattu Kabila, n'est-ce pas? Mais vers la fin, il était avec lui. Aujourd'hui, je le vois avec Fachi. Fachi combattait. Donc là, à ce moment-là, question mark. Merci. Donc, au fond, là-bas, professeur, avec ce qui vient de nous être expliqué ici, ce qui vient d'être défini comme étant courant politique, tout consort, nous avons dans notre pays des regroupements, tout le monde a naissance à FCC, tout le monde Cash, tout le monde Lamuka, tout le monde a dit AMP à l'époque, ou MP, tout consort. Alors, pensez-vous vraiment que cette configuration avec regroupement repose sur les idéologies ou les opportunités? Parce que moi je pense qu'il fallait un regroupement où tout le monde a prôné le mot. Mais selon votre analyse, comment vous voyez? Oui, à vrai dire, pour parler des modèles, le justifier au Congo, en tout cas, c'est injustifiable, compte tenu des comportements des hommes politiques et des partis politiques. Pourquoi soyez un peu clair. Effectivement. Que, dans le sens qu'au Congo, on suit beaucoup plus les individus, mais on ne suit pas les idées. C'est ce qui pose beaucoup plus de problèmes. Si on doit s'allier d'ailleurs ou telle personne, ce n'est pas à cause des idées, mais c'est beaucoup plus
par rapport à l'individu qui anime cette idée-là. Donc, non, ça, là, vous évitez de parler de l'opportunisme. Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, je suis en train de dire, d'abord, c'est le premier point, pour dire que tous ces modèles-là, ce schéma-là, c'est difficilement applicable au Congo. Ouais, c'est difficile applicable au Congo parce qu'on ne tient pas compte de tout cela. On tient compte de ce qui s'est fait dans notre pays comme phénomène social-politique qui s'est fait dans notre pays. Deuxièmement, les problèmes là, c'est quoi? Les problèmes, c'est que, qu'est-ce qu'on peut dire entre l'opportunisme en RDC dans le domaine politique par rapport à l'idéal? Qu'est-ce qu'on peut maintenant dire ici? En réalité, les problèmes se posent beaucoup plus au niveau de l'encadrement ou de l'éducation politique. Si vous allez bien voir, au Congo, c'est là qui anime les institutions de l'État, qui sont des partis politiques, qui sont dans l'opposition ou encore au pouvoir, n'ont pas réussi un très bon encadrement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez voir, ceux qui se disent, par exemple, de gauche, ils vont se rallier avec ceux qui sont de droite. Comme on peut dire qu'ils doivent quand même garder le noyau d'eux-mêmes. Mais vous allez voir que ces gens-là perdent même leur noyau. Dès que vous perdez, c'est comme si quelqu'un qui a perdu l'âme. Si vous avez perdu l'âme, alors vous n'êtes plus un être humain, si vous avez déjà perdu l'âme. C'est ce qui se pose un peu aujourd'hui. Donc, je peux dire encore à Lingala, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous suivent, que Nambo Kanabiso, lelo ezamwa pasi. Potolo bake, bato yo bazali balumumbiste, bato bazali bakabiliste, bato bazali batisekediste, ainsi de suite. Ezamwa pasi potolo babiloko. Mais déjà, kabiliste et lumumiste, c'est une même chose. Sur la même chose, alors ça pose encore beaucoup de problèmes. Tous sont des socialistes. Effectivement, ça va encore poser des problèmes. Pourquoi? Parce que dire socialiste, républicain, Nambo Kanabiso, en tout cas, ça ne colle pas. Ça ne colle pas comme notre bango sikoyo que ça ne colle pas parce que batouana bazote ka milimo na bango de soko teki molimo alors aux asus motuti etoloba ça dit que communo tam sous nous était ainsi de suite je sais pas quoi dire moi donc ça moi passe na mboka na psychoto le blague batouana bazali batuya bakabiliste Tshisekedi le pas Tshisekedi la toko kufa et maintenant de Tshisekedi mais vous allez voir que dans la pratique en réalité batouana ba respecter ba idéologie wanate ya batouana o bazali koloba ke tozo prodé bango en réalité ba respecter yango donc c'est un peu difficile aujourd'hui na mboka na biso to lo bageza parce que les partis politiques pour l'encadrement. Donc, si je vous comprends bien, c'est-à-dire que là, vous avez, dans votre argumentaire, vous avez pris les courants politiques, vous mettez de côté, et parce que vous avez dit qu'en RDC, le parti politique ne s'identifie pas par rapport au courant, mais par rapport à la personne. On personnifie, c'est-à-dire les comportements de tout un parti. Et c'est ce qui fait que même après leur décès, c'est encore plus difficile de voir ces gens-là garder la philosophie de cette personne-là qu'ils prenaient. Donc là, comme le roi Zamba entre idéologie, en tout cas, chers jeunes, il faut pour comprendre, parce que l'émission est pédagogique, nous voulons donner un peu, nous voulons mettre la piste à l'oreille de la jeunesse, n'est-ce pas? Même de ceux-là qui gouvernent déjà. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où? D'où êtes-vous venu? Vous êtes où et vous voulez aller où? Donc c'est vraiment grave, c'est gravissime. Alors, chers entrepreneurs, si l'on devait admettre que la politique en RDC est réellement une question d'opportunisme, alors dans les secteurs que vous évoluez, je pense bien que vous avez des difficultés, vous trouvez des blocages, n'est-ce pas? C'est sûr. Et cela fera aussi que vous basculez dans l'opportunisme, c'est-à-dire que non, au lieu qu'on boit comme à côté à partir pour trouver plutôt facilité parce que ceux qui ont le but que non aux l'idéal donc tu vas trouver des difficultés et surtout que favoritisme donc régionalisme tous ces mots et comme gangréner le système même l'administration même. Vraiment, il y a un auteur qui a dit: la folie, c'est de continuer à faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. C'est que pour changer des choses, nous devons changer premièrement nos habitudes et notre comportement. Ça veut dire que si je me mêle dans l'opportunisme, donc j'ai trahi ma vision à aider le jeune. C'est pourquoi, premièrement, je ne voudrais pas vraiment y aller parce que je vais être tout le monde. Parce que essayer de ressembler à tout le monde, se ressembler à personne enfin. On est en train de lutter que le système qui n'est pas vraiment bon, parce que là il y a des choses que je vais dire, Gisard. Attendez. Ok. Je vous arrête un peu. J'ai bien suivi ce que vous avez dit. Je pense aussi que nos téléspectateurs vous ont suivi. Ok. Que dire maintenant? Vous allez faire le parallélisme avec ce que je vais vous dire. Ok. Que dire de ce que vous dites avec un auteur, n'est-ce pas? Ok. Un auteur, un recteur magnifique qui dit: vaut mieux avancer en désordre que de rêver sur place.
avancer en désordre que de rester sur place. Oui, parce que vous dites que non, vous n'est-ce pas? Sinon, vous avez dit quelque chose comme ça. Oui, j'ai dit comme ça. Ouais. Alors, toi, tu trouves mieux que vous allez à l'écart. Or, si vous allez à l'écart, on dirait que vous stagnez. Alors, c'est auteur qui dit vaut mieux avancer en désordre que de rêver sur place. Je ne peux pas dire qu'un jeune ne peut pas accepter un financement venant d'un politicien. Mais il ne doit pas vendre son rêve parce qu'il va adhérer à un parti. Parce que ça arrive. J'ai un rêve, j'ai un projet. On le voit. Tu vas déposer ton projet et à un moment donné, tu ne retrouves plus ton projet. Il a été exécuté déjà. Pourquoi? Parce que j'étais tombé dans une position... Vous avez entendu ça? Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas encourager. À mon avis, je ne dois pas... Vous avez dit quoi? Répéter. Eloba, viens mon lien. Donc, je ne peux pas vendre mon rêve pour adhérer à un parti. Comme le professeur il a dit, les jeunes adhèrent à... Donc, ils s'attachent à un individu au lieu de s'attacher à la vision qu'a cet individu. Et encore bien, vous l'aviez ajouté, c'est pourquoi quand cet individu meurt, ils sont perdus parce que la personne à qui on s'est attaché au début, elle ne plus. Mais au contraire, si on s'attachait à la vision, on va promouvoir cette vision même après le décès de cette personnalité. C'est pourquoi moi, à mon avis, si je vais vers une plateforme politique, c'est par exemple pour solliciter une conférence d'éveil de conscience. Quand j'aurai cette conférence, je sais que je vais révolutionner beaucoup de jeunes et à un moment donné, on va sortir de cet emprisonnement. Vous voyez? Moi, je ne dois pas adhérer vraiment à un parti politique pour y rester afin de profiter de ces opportunités. Mais nous allons chercher à ce que tous ceux qui ont comme opportunité, quand les dirigeants sont au pouvoir, qu'ils comprennent que le peuple doit être au centre de leurs priorités. Donc, si un jour vous vous retrouviez ou vous tombez sur une personne qui est en train de promouvoir la jeunesse, vous pourrez... À mon avis, je vais vraiment m'attacher à cette personne parce qu'il partage les mêmes ambitions que moi. Vraiment. C'est ça. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu du dynamisme politique, parce que nous parlons de l'idéalisme, de l'opportunité, c'est-à-dire la moralité ou l'immoralité, n'est-ce pas, dans la politique. Il y a un principe, les alliances se font et se défont. Le dynamisme politique, donc expliquez-nous un peu, c'est quoi? Ok, merci beaucoup. Je pense que le professeur venait de l'expliquer. Donc le terme est très clair et que la sphère politique congolaise, elle est tellement basée non plus sur... On nous fait signe déjà que nous restons avec 10 minutes. Hein, donc, elle est tellement basée non pas autour des idéaux, mais plutôt autour de l'opportunisme. Et derrière l'opportunisme, l'homme politique congolais justifie l'opportunisme par la dynamique politique. La dynamique politique ne voudrait pas dire qu'un politicien doit se prostituer. Donc pour dire parler de la prostitution, mais du vagabondage politique. Et que le matin tu te réveilles à gauche, le soir tu es à droite, et après quand tu ne te retrouves pas dans toutes les deux extrémités, tu te déclares du centre. Ouais. Donc ça, ce n'est pas, on ne peut pas appeler ça la dynamique politique, mais c'est plutôt la recherche des opportunités. Et cette recherche des opportunités nous empêche à pouvoir se positionner. Mais il y a quand même dans ces pays des hommes d'État à qui nous aspirons confiance que la jeunesse peut aujourd'hui se dire être flatté. Un modèle de jeunes au sein du gouvernement de la République qui essaie par leurs compétences, ils ont imprimé une image de marque, on peut en trouver effectivement. Dans ces gouvernements, il y a des jeunes qui aspirent confiance à la jeunesse et qui aujourd'hui, ils sont sortis de l'ombre. Ils sont sortis de l'ombre. Nous avons également, je ne vous arrête pas, nous avons un jeune qui dit n'avoir personne, ou n'avoir vu personne parmi tous ceux qui sont passés. Et là, vous nous faites savoir qu'il y a peut-être cette nouvelle génération. Effectivement, au sein de ce gouvernement, moi je m'identifie à quelques jeunes à qui nous pouvons, entre autres, par exemple, le VPM de la fonction publique. Le ministre Jean-Pierre Liaou. Jean-Pierre Liaou. Avec quoi comme réalisation, par exemple? Et ce qu'on appelle exclusivement cerveau d'État. Vous comprenez que certaines appellations peuvent anticiper les réalisations de l'homme. Mais aujourd'hui, nous voyons comment est-ce qu'il se bat pour moderniser la fonction publique à travers les différentes initiatives qui nécessitent d'entreprendre. Moderniser la fonction publique doit partir d'abord par l'effort du rajeunissement. Et nous le voyons comment il se casse nuit et jour, qui se bat nuit et jour pour essayer un peu de redorer l'image du fonctionnaire congolais, en partant d'abord par la numérisation, le rajeunissement, mettre vraiment mettre le système de la méritocratie
au sein des services publics de l'État, en évoquant par exemple la promotion, les recrutements sur base via l'École nationale de l'administration. Je pense qu'ils sont nombreux dans ces gouvernements. Aujourd'hui, la jeunesse, si nous mettons de côté des tendances tribales, des positionnements politiques, on peut aussi citer quelques-uns dans ces gouvernements, dont l'exemple du VPM Liao. Aujourd'hui, la jeunesse peut être fière qu'un grand ministère tel que la fonction publique, où des éminents professeurs, des chevronnés sont passés là-bas, sans pourtant donner une lueur d'espoir, que ce soit aux fonctionnaires comme aujourd'hui, je vous dirais, allez poser la question aux fonctionnaires congolais, ils vous diront que l'avènement du VPM Liao à la tête de ce ministère, c'est un peu de redorer, même de redorer l'image et la dignité même du fonctionnaire congolais. Vraiment. Là, apparemment, Patrick Motivation, vous avez votre réponse. Hein? Ok. Vous avez votre réponse. Sérieusement. Alors, moi, j'aimerais venir à vous. Je voulais vous poser une question. Ok. Pensez-vous que l'échange entre le président de la République et la jeunesse, vous étiez partie prenante? Oui, j'ai été. Pensez-vous que ça peut bouger les choses? Ça a bougé immédiatement parce que déjà donner de la parole aux jeunes, parce qu'à un moment donné, quand on passe par un canal quelconque pour parler au chef de l'État, parfois ça n'arrive pas, parce qu'on dit l'interprétation a été toujours une trahison. On peut donner un message comme ça et ça arrive d'une autre façon. Et pour lui, le choix de parler directement aux jeunes était le meilleur choix qu'il puisse faire de toute sa carrière. Et du coup, je peux dire que tout a changé sur place. Ah bon? À mon avis, tout a changé sur place parce que tout le monde qui était là, tout le monde qui faisait du mafia, était vraiment bouleversé du fait que la jeunesse s'annonce très haut pour présenter son problème majeur, qui est le non-accompagnement, okay, dans leur projet personnel ou leur projet social pour résoudre les problèmes qui créent dans la société. C'est pourquoi, d'ailleurs, je ne vais pas vraiment passer sans parler de cette opportunité. Et j'aimerais savoir, parce que je sais qu'il y a des dirigeants qui vont nous suivre justement dans cette émission, il y a plein d'opportunités, il y a plein d'hommes riches qui veulent investir souvent au Congo. Mais pourquoi souvent quand ils lancent les offres d'investissement, c'est bien sûr lancé dans des sites internet, comme il y a le patron de l'IBA, il a lancé une campagne de financement pour, je crois bien, il a mis en jeu 10 millions, 30 millions de dollars américains pour les Africains en général, les 54 pays. Et pourquoi ces opportunités ne sont pas annoncées dans les médias? Aucun média n'en parle. Alors que les jeunes doivent postuler avec leur projet, c'est en ligne, ça ne demande rien pour postuler. Pourquoi ils gardent ces opportunités dans leur maison pour en partager avec leurs enfants ou quelque chose? Parce qu'en réalité, à cet instant ici, beaucoup de gens qui sont au courant de ces opportunités sont en train d'y travailler là-dessus avec leurs enfants, les oncles et autres choses, pour qu'ils financent, pour qu'ils lancent peu de projets. Plus il y a peu de projets, on va les sélectionner facilement et ces financements vont passer inaperçus. Pourquoi aucun média n'en parle? Plein de plateformes de financement, pourquoi on n'en parle pas? Qu'est-ce qu'on dit dans les médias? Parce que les médias ont un pouvoir vraiment élevé et si on l'annonce, beaucoup de gens seront éveillés pour commencer à rédiger des projets. Et c'est comme ça que peut-être on va profiter de ce financement parce qu'on dit le développement d'un pays dépend justement des entrepreneurs. Pour moi, le développement économique dépend des entrepreneurs. Bien qu'il y ait une multiplicité de taxes, il y a des entrepreneurs qui les font directement en ligne. Mais vous allez voir que le développement communautaire doit dépendre du développement personnel de chaque individu. Vraiment. Parce que si tout le monde a retrouvé sa place, tout le monde a sa conscience personnelle, j'ai lancé mon projet. Est-ce que je dois faire la tête à l'État congolais pour qu'il m'aide à quoi? Parce que je travaille. Au contraire, je vais élargir l'assiette fiscale congolaise parce que je dois payer des taxes. Vous voyez? Donc, les jeunes doivent être au centre des priorités, des dirigeants. Et pour ce qui concerne les plateformes de financement, il faut vraiment que les médias en parlent pour que tous les jeunes puissent profiter de ces opportunités. Nous avons aussi pris tout ce peu compte Nabiso, hein, en médias. Hein. Oui, voilà un peu. C'était vraiment une idée salvatrice. Merci. Monsieur le professeur, nous allons chuter avec la situation sécuritaire. Avec l'arrivée de Macron, nous allons chuter parce qu'ils ont surtout mal à l'aise, n'est-ce pas? Ne pas toucher cet aspect-là. Ils ont quoi? Tobosani, oui, Tobosani, Bandemonabiso à Est. C'est quoi la situation sécuritaire à Est? N'engezo continue. Et puis le président Lobaye que non, ceux qui ont continué d'un côté élection, tant que vous allez un peu calendrier, vous allez bouger. Quelle est votre analyse? Vous avez juste une minute, le chef des travaux aura aussi une minute, comme ça on va clore. Oui, merci pour la motuna otuningai. Une minute juste. Ainsi de suite. Nakani soit dans balamisa tout pour le bel makambo est. Bon, on va déjà que politique est. Balamisa déjà sous-caté parce que nous vivons. Ils ont sous-caté. Balamisa toujours que le fait à Kondimba Kozwa EAC,
et la katamboka na biso déjà une erreur na lobaki ngwa pe na la kisaki ngo malamu na ba Michel Otikoleka sikoyo lelo eloko ezali ko bomba biso makasi ezali nini. Il faut d'abord tout le monde na mutu na biso makanisike esengeli bato mususu ba uta libanda po na ba ko sunga biso. D'abord eloko liboso il faut to miser na mandoki to na mampinga na biso. Non mais en disant ça déjà vous savez qu'il y a un général Karega, je pense qu'il y a un général rwandais qui avait dit que l'armée congolaise est une seconde armée du Rwanda. Et ça, moi, j'ai compris, c'est par rapport à l'infiltration. Effectivement, ceux qui ont oui, ceux qui ont une idéologie ou une idée, tous ceux qui ont trahi dans la bisomoko. Pour ne pas le que armée na biso et ça mon côté, il faut que les libanda. Or, il faut que la toilettage, la katamboka na biso. Tozali ko bunda, to yebi pe ko sala toilettage. Ba service à renseignement ezali wana pour na ko aider gouvernement so ko sala ko détecter batu nyonso to banguna o bazali na katamboka. Na kanisi maloba shege varalo ba ke soko zeli na munduki na masasi zomi. Bongisa sambo pona banguna bazali na katamboka. Bana na moko zo ko boko na katandako. Masasi sambo ezali pona bango. Misato ezali pona bato libanda eloko lobisa malamu makasi elingo ba ke guerre ko sala na Congo wa to ba ke guerre ezali ming entre biso moko ba congolais ezali contre biso ba rwandais te ceux qui na kati ya mboka na biso to dénicher bat na ba congolais ba de père et de mère baza ko nyokola mboko bazo zo mbongo na ninga mabe pour ba nyokola mboka na biso na armée na bata yibango ceux qui to ziba to wana guerre c'est nini votre approche par rapport à ça et nous chitons. Merci beaucoup. Je pense que la situation de la guerre à l'est, nous cessons de le dire, et qu'une armée étrangère, c'est comme une armée de mercenaires. Un mercenaire, c'est comme une prostitueuse. Elle se vend toujours au plus offrant. Et je pense qu'il est grand temps de pouvoir organiser notre armée. Nous ne pouvons pas toujours, nous ne pouvons pas toujours céder à ce que les autres veulent nous faire. C'est comme quelqu'un qui vous a infiltré, mais il cherche à vous faire comprendre, non, je vous ai infiltré. C'est aussi une façon de vous dire de ne pas s'organiser. Ils ont infiltré l'armée congolaise. Et avec la volonté manifestée par le président de la République, ainsi que les femmes du gouvernement, il y a déjà un processus de désinfiltration qui s'est fait. Et nous encourageons ce processus. Mais comme nous sommes déjà au front, nous ne pouvons pas nécessairement croiser les bras pour dire que nous devons désinfiltrer l'armée, mais nous devons d'une part mettre en place le mécanisme qui doit nous permettre de défendre l'intégrité et d'assurer la souveraineté militaire de notre pays. Et je pense que si le gouvernement arrive à doter l'armée de l'arsenal nécessaire, ça veut dire qu'avec la dernière dotation, du fait que quand on a enlevé la mesure de l'embargo qui frappait notre armée, la dernière dotation en arsenal militaire a permis aujourd'hui aux FARDC de réaliser certains espoirs sur le terrain. Parce qu'on ne pouvait pas admettre que, par exemple, l'ONU ou bien la MONUSCO fasse, par exemple, une déclaration en disant que l'armée, les rebelles semblent être militairement plus organisés qu'une armée républicaine. C'était au moins une insulte. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'avec cette volonté politique manifestée par le chef de l'État, le président Fatou Beton, nous osons croire que tôt ou tard, cette guerre s'étend à sa fin. Et ensuite, par rapport aux élections, c'est vraiment une question très sensible. L'Est, c'est le Congo. Nos frères mères devront aller aux élections sans eux. Une question qui nécessite une émission. Effectivement, c'est la question de l'émission suivante. Là, nous vous disons déjà bonsoir chez vous. Nous avons débattu, la thématique a été tellement simple et avec nos co-débatteurs ici sur le plateau, vous avez suivi ce qu'ils ont pu dire, comment ils ont pu analyser. Et je pense que Bandeko Nabiso, jeune, maman, papa, en tout cas, ils ont malamu pour raisonnement, philosophie et donc échanger et avancer dans ndenge ya malamu. Alors, à la prochaine, restez bien chez vous. Merci beaucoup.